Bonjour Yann et bienvenue dans ce nouvel épisode des Regen Talk, un podcast assez simple et humble mais qui essaye de capter euh, des apprentissages de différents types de personnes qui sont plus ou moins engagées dans les sujets de transformation de société, d'entreprise. Parfois il y a des dirigeants, parfois il y a des penseurs, parfois il y a des acteurs d'accompagnement, enfin bref c'est très large. Et aujourd'hui, je suis content de t'avoir toi, Eliane, mais plutôt que de te ranger dans une catégorie, je préfère te laisser te présenter pour qu'on ait un peu de contexte autour de toi avant de rentrer dans le vif des sujets. Ça marche, merci Fabrice de me recevoir, je suis content d'être là. Alors, qui je suis? Je suis ingénieur, je suis franco-marocain, moi. Moi, je viens plutôt de quartier populaire, j'étais en banlieue parisienne et j'avais mes deux parents qui étaient profs. Et donc, j'avais le capital culturel au sens de Bourdieu. Donc, en gros, j'ai eu le hack de l'école, j'étais bien dressé. Ouais. Ok. Sauf que j'ai jamais été trop dans la classe sociale liée à ça. Moi, j'étais très très proche des quartiers populaires et des cités, notamment quand j'étais petit, parce que je faisais beaucoup de foot et je fais encore énormément de foot. Et du coup, avec cette petite éducation-là, j'ai réussi à avoir une école d'ingénieur qui s'appelle Centrale, Lyon. Et j'ai fait un master de physique aussi à Imperial College à Londres. Moi, je suis un matheux de base. Ouais. Sauf que j'avais le choix à la fin de cette période d'études de soit d'aller sur une thèse de doctorat en physique quantique, soit revenir et essayer de m'engager un peu plus sur les sujets liés à l'écologie et au climat. Et j'ai pris ma claque assez fort sur la fin de mes études. Et je me suis dit, non, mais ça sert strictement à rien de faire une thèse, va essayer de faire un truc qui sert à quelque chose, quoi. C'était vraiment ce que je m'étais dit, moi, dans la tête. Ouais. Donc, je suis tombé dans un cabinet où j'ai fait au début tout ce qu'on fait, c'est-à-dire de la décarbonation, compter des empreintes carbone, etc. Mais ça m'ennuyait beaucoup. Et à la place, il y avait une climatologue dans l'équipe avec laquelle je travaillais. Et cette climatologue-là, elle était en train d'essayer de monter une approche d'analyse des risques climatiques. Les risques climatiques, c'est pas du coup la décarbonation. C'est l'impact, en gros, pour aller vite, des conséquences du changement climatique sur l'activité d'un territoire, sur l'activité d'une entreprise, sur l'activité d'une collectivité, sur la chaîne de valeur d'une entreprise, etc. Alors, ces éléments-là, en fait, c'est des éléments qui sont beaucoup plus proches de bases scientifiques solides. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va regarder, c'est les effets d'un certain nombre de modèles climatiques sur des localisations géographiques, qu'elles soient ponctuelles ou surfaciques, en gros, une ville, quoi, si tu veux. Ouais. Et on va regarder en fait comment les aléas type trop chaud, trop d'eau, trop sec vont être en mesure d'évoluer, d'accord? Et ce qu'on va essayer de voir, c'est quelles sont les caractéristiques de vulnérabilité de mon entreprise, de mon territoire, qui vont se transformer en fracture, en rupture au moment de l'avènement d'un aléa climatique ou d'une superposition d'aléas climatiques, type qu'on appelle en fait un effet domino. Ça va aussi, bien entendu, se matérialiser, s'intriquer avec toutes les tendances sociales en cours, notamment les crises sociales, géopolitiques. C'est quelque chose qui est très mal appréhendé côté de l'écologie un peu mainstream, où souvent on est vraiment dans un tunnel uniquement sur le climat ou dans un tunnel uniquement sur la frontière, sur les frontières planétaires, et on ne trouve pas les autres dynamiques-là. Et j'ai trouvé ça, moi, passionnant, parce que je trouvais ça beaucoup, 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 beaucoup plus riche que simplement la décarbonation. Euh, et j'ai essayé, du coup, avec cette approche-là, de rentrer dans le débat public par l'apport de en fait, si vous vous décarbonez pas, vous avez un risque très important sur la fluctuation des prix de vos énergies fossiles. Et si vous n'avez pas aussi à votre arc quelque chose qui n'est pas pensé du tout ou très mal, la question de l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire traiter les conséquences, en fait, vous allez prendre des baffes, des baffes, des baffes jusqu'à ce que vous vous effondriez parce que vous n'êtes pas prêt et que vous n'avez rien préparé. Et ça m'a donné un certain espace, on va dire, dans ce petit monde-là. J'ai pu écrire un bouquin qui s'appelle S'adapter au changement climatique, fake or not, qui est un espèce, je l'ai là, qui est en gros une sorte d'essai graphique où on essaye de faire 75% de vulgarisation scientifique et 25% d'une forme plutôt d'essai où je développe le concept de mise en sécurité sociale des communs et des besoins. Et depuis, je mène une petite activité indépendante et puis je passe à droite à gauche pour essayer d'expliquer les bases de ce que c'est l'adaptation, de ce que c'est le risque climatique et proposer des interprétations, des façons de gérer, de traiter ce problème de façon systémique et avec une espèce de jonction aussi, et ça j'y tiens beaucoup par rapport aux autres luttes
qui sont en cours un peu partout Mm. en France et à l'international. Avant de rentrer dans le sujet de l'adaptation, parce que j'ai plein de questions à poser pour capter ton point de vue, ce que tu as recherché, tu parles de plein de claques et tu parlais surtout, toi, de la tienne au début. Et du coup, je trouve que c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui, toi, tu dis, j'ai pris une grosse claque. Comment ça s'est passé, en fait, ta claque? Alors, comment ça s'est passé? Il y a eu deux choses en même temps. La première élément, moi, j'ai toujours eu un engagement associatif, toujours, auprès des sans-abri. Et quand je suis allé à Londres, t'as les flics qui sont payés pour les virer. En permanence, en permanence, en permanence. Et ils sont chassés dans tous les sens. Et t'en as plus qu'à Paris, je trouve. Et ça, cette révolte, cette colère que j'ai toujours, ça s'est croisé avec, en gros, une compréhension systémique des enjeux climat-énergie avec Jean Covici. C'est-à-dire, avant Jean Covici, c'était du grand n'importe quoi, en tout cas dans moi, ma tête, mais je pense dans la tête de tout le monde, sur ce qui est ordre de grandeur, conséquences, causes, etc. D'accord? Hmm. Pour moi, en gros, l'écologie, c'était une suite de luttes locales et de pollution locale et de problèmes locaux. Quand Jean Covici arrive, il te fait le truc qui est, moi, par ma forme d'éducation, par le fait que je suis un ingénieur, qui marche très bien. C'est-à-dire en mode cause-conséquence, modèle, ce qui va pas, etc. C'est très objectivé. Et ça m'a donné en fait une base matérielle de colère. Il y a la base sentimentale de colère sur cette question des sans-abri et la base matérielle de colère qui est en fait grosso modo, si on bifurque pas, si on change pas, en fait tout va s'effondrer. Et moi ça m'a plongé dans une grande déprime, on va dire, parce que je me suis dit, je vais jurer un petit peu, putain de merde, pourquoi personne n'est rationnel? Pourquoi personne réfléchit correctement à ces trucs-là? Hmm. Si c'est déterminant de ça, pourquoi on fait comme si on avait 50 000 solutions, etc. Et ça, je n'arrivais pas à me dépêtrer de ça sur le point de vue climat-énergie. Et le deuxième chose duquel j'arrivais pas à me dépêtrer, c'est pourquoi on nous a éduqués à pas voir des gens qui crèvent dehors. Voilà, c'était vraiment pour être très concret, c'est ça. Et c'est-à-dire, par exemple, moi j'avais l'image de la petite fille ou du petit garçon qui va donner un peu naturellement à un gars et avec la mère ou le papa qui le retient parce que en mode fais gaffe, il est dangereux alors. Non. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, anthropologiquement, on a été construit pour quand tu as un gars qui est par terre, tu l'aides. Et là, en fait, il y a une inversion anthropologique qui fait que le gars qui est par terre, on le voit pas. Quand tu fais des maraudes pour les sans-abri, tu te rends compte qu'ils n'ont pas faim. C'est pas ça le problème. C'est pas germinal. On n'est plus au 19e siècle. Le problème, c'est qu'ils deviennent, pour beaucoup, ils ont besoin de parler. Parce que, je sais pas si tu imagines ce que ça fait toute la journée de parler à des gens et qu'il y en a 90% qui te regardent pas. Hmm. D'accord? Parce qu'ils s'en fichent à la limite de l'argent, tu vois, ils prendront dans les supermarchés, ils s'en foutent, quoi. Bref, ils font ce qu'ils peuvent. Mais le fait de ne pas avoir de contact social, ça rend complètement fou. Et c'était cette double révolte, cette double colère-là qui m'habitait à la fin, moi, quand j'étais à Londres. Et la façon dont je me suis sorti de ça, c'est que je me suis dit, putain, en fait, t'es trop con. Il y a forcément des gens avant toi qui ont réfléchi à ces trucs-là, qui ont eu les mêmes idées. Donc va lire des bouquins, va un peu faire tes humanités, va regarder ce qu'on t'a pas appris dans tes écoles d'ingénieur. Et ça va un peu te pousser. Et la personne qui m'a beaucoup poussé en lecture, c'est Camus. La Hmm. lecture de Camus avec l'homme révolté, avec le mythe de Sisyphe évidemment, avec la peste. Bon, voilà, tout ce qui est la théorie de l'absurde, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Et en parallèle, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi de rejoindre un environnement où je mettais ma force de travail, on va dire, euh, au service des problématiques climat-énergie. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est que j'étais dans un environnement, en fait, où j'étais avec plein d'émettrices et d'émetteurs de sens, et où j'étais en mesure, en fait, moi, d'apprendre énormément, beaucoup plus, d'approfondir sur ces thématiques de façon collective. Donc voilà, ça, c'est l'origin story de la claque, si tu veux. Ah ouais, je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux sans-abri. J'ai une amie avec laquelle, qui est anthropologue, avec laquelle on avait pas mal discuté de ça, et c'est vrai qu'on est dans une société en fait où l'inversion a été faite, notamment pour des questions aussi Eh ouais. de contrôle culturel. Du coup, bah, tu veux pas les voir, et si tu les vois, bah, on te rappelle que du coup, t'as pas envie d'être à leur place, et donc du coup, qu'il faut que tu fasses ce qu'il faut à l'école pour que du coup, tu puisses éviter ça. Et en fait, ça crée des peurs de cette Exactement. situation-là, et ça permet de bien cadrer tout le monde, quoi. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Et ouais, l'inversion est quand même sidérante, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de moral. C'est juste, c'est un principe. Et je trouve que ce
qui déclenche la flamme d'une forme d'engagement, c'est les deux. C'est à la fois l'affect moral, les sans-abri, et la rationalité qui rationalise ton affect. Ouais. Moi, j'aime bien avoir une image sur en fait ce qui déclenche l'action des gens. Pour moi, en fait, nos émotions, c'est un grand terrarium, si tu veux, où tu as des graines dedans. Des graines dedans, tu peux avoir les graines, grosso modo, ouais, les graines du racisme, les graines de la solidarité, les graines de l'entraide, les graines de la compétition. Ok? Donc tout ça, c'est présent en toi. Tu peux avoir des proportions, on va dire, à aller plus vers des sujets ou l'autre. Mais ce qui va changer fondamentalement, c'est en fait l'arroseur. Et l'arroseur, c'est la société, c'est là où tu as été éduqué. Et donc, si tu es éduqué dans un environnement raciste, tu vas rationaliser ton affect raciste. C'est-à-dire, grosso modo, tu vas avoir ce qui va sortir de ta graine, là, le petit bonsaï, Ouais. et ben fondamentalement, ce petit bonsaï, il va être de plus en plus haut. Voilà, parce que tu es dans un environnement comme ça. Si tu plus été éduqué avec les réflexes de l'entraide et de la solidarité, c'est ça qui va monter. Et en fait, la société, c'est ce grand arrosoir qui va arroser plus ou moins certaines graines. Et selon ton éducation, du coup, même si biologiquement on est toutes et tous dans l'immense majorité complètement similaires, et pas selon ton éducation sociale, tu vas avoir des affects qui sont plus ou moins rationalisés les uns par rapport aux autres. Et pour moi, le travail d'émancipation, le moment où tu prends une claque, c'est qu'en fait, quand tu as un de tes bonsaïs, tu as deux bonsaïs qui vont se rentrer dedans, il y en a un qui va tomber. C'est-à-dire qu'il y a un affect que tu avais rationalisé qui va s'effondrer. Genre l'affect en mode du statu quo ou de la compétition. Ça peut vraiment se casser la gueule très fort quand tu as cette forme de prise de conscience, quand tu as quelqu'un d'autre qui va soit planter une nouvelle graine, ça existe, tu as Ouais. des graines que tu n'as pas ou que tu n'es pas du tout développé, soit en fait par rapport à ce que tu regardes, par rapport à où tu te documentes, et bah fondamentalement tu vas avoir une graine qui va être un peu plus arrosée et qui va déraciner une graine qui était présente avant parce que la rationalisation de l'affect est plus forte que celle que ton ancien affect qui, lui, est en train de pourrir, quoi. Voilà, Ouais. je pense que c'est une image qui est pas trop mal. Non, la force du bain culturel dans lequel on est au quotidien, c'est sûr que c'est assez impressionnant, quoi. Moi, je le vois avec ma psychanalyse, justement, quand on en parle, il y a l'inconscient collectif, mais aussi le conscient collectif. Et du coup, tout ce conscient collectif, en fait, même si on a des fois envie de s'en détacher parce que justement, on n'est pas en accord avec, bah, si on continue à baigner dedans trop souvent, on se finit par se faire rattraper assez rapidement. Mm. C'est pour ça que c'est un peu dangereux tous les phénomènes aujourd'hui qui existent. Pas que les réseaux sociaux, hein, mais l'archipélisation de la société, c'est-à-dire chacun est dans sa bulle. Quand chacun est dans sa bulle, en fait, tu passes ton temps à arroser les mêmes affects et dans les mêmes classes sociales et tu te retrouves incapable de comprendre une personne qui va avoir un terrarium un peu différent avec tes affects à toi qui sont beaucoup moins bien développés et d'autres qui sont beaucoup plus amples. Et donc, si tu veux aller vers quelque chose qui te semble moralement plus juste, il faut que tu arrives à un peu détruire le bout d'affect ou comprendre au moins avec de l'empathie l'affect que la personne a pour te tenir tel ou tel propos sur tel ou tel sujet, avoir tel ou tel positionnement Ouais. politique, avoir plus ou moins d'indifférence à certains sujets, etc., etc. Et puis ça demande d'avoir du temps, de l'attention, de l'énergie disponible. C'est un vrai De sujet. l'empathie et aussi de Mm. l'intelligence émotionnelle. C'est aussi, ça s'apprend, hein. Et donc, si je repars de ce que tu disais dans ton propre, on va dire ta propre claque, ton propre déclic, donc il y avait ce côté affect, et puis derrière la rationalisation par rapport à ça pour pouvoir justement en faire quelque chose et pas se retrouver complètement figé. Tu as eu la chance du coup de pouvoir rencontrer cette climatologue dans la boîte dans laquelle elle était qui t'a du coup orienté plus sur la notion de gestion des risques au final. Et donc, comment ça s'est passé après le tricotage et l'évolution jusqu'à en arriver à la notion d'adaptation ou de fake d'adaptation? Ouais, alors, Fake or Not, c'est une collection. Donc, c'est en fait, tu vas avoir énergie Fake or Not, eau Fake or Not, décroissance Fake or Not, voiture Fake or Not, bientôt des nouveaux Fake or Not. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la viande, non, pas la viande, relocaliser, manger demain, fashion, etc. C'est quoi l'objectif des Fake or Not? C'est donner les ordres de grandeur et de bien comprendre ce que c'est la problématique liée, dans mon cas, à l'adaptation, mais tu l'as aussi sur la question de l'eau, sur tous les sujets que je t'ai abordé là. Alors, donc moi, mon parcours, j'avais envie de vulgariser cette notion de risque climatique. Le risque climatique, c'est un quatuor, d'accord? C'est d'abord un aléa climatique. Les aléas, c'est les conséquences que vous voyez tout le temps avec le changement climatique. C'est quelque chose qui est purement climatique. C'est-à-dire, fondamentalement, les vagues de chaleur, les canicules, ça, c'est les deux parties du trop chaud, mais tu pourrais regarder plein d'autres indicateurs
la température moyenne, la température maximale, etc., etc. Tu as du coup les aléas du trop tôt. Ça, c'est les précipitations extrêmes, la submersion marine, donc l'élévation du niveau de la mer, et les questions des inondations de tout type, inondations pluviales, je sais pas si on le dit comme ça, mais Ouais. bref. C'est-à-dire les excès d'eau liés à des précipitations qui vont se mettre sur une zone localisée en particulier, les inondations par débordement par gonflement des cours d'eau, et les inondations liées par la remontée des nappes. Ok. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se modéliser sur un territoire. Tu prends une topographie d'un territoire, tu regardes à quel point le sol il est imperméabilisé, c'est-à-dire il est capable d'absorber des excès d'eau, et tu te rends compte en fait quelle zone va être inondée. Et en général, c'est pour les quartiers populaires, parce que les quartiers populaires, ils ont beaucoup plus de béton que les autres. Après, il y a la topographie qui joue aussi, hein, qui est plus en bas. Euh, et tu as la dernière, en gros, le trop sec, pour aller vite. Le trop sec, ça va être grosso modo soit la sécheresse des sols, la sécheresse météorologique, c'est-à-dire la quantité de précipitations dans le ciel et le nombre de jours consécutifs sans précipitation. Ensuite, cette sécheresse météorologique, elle va aller sur les sols, donc c'est la quantité, c'est un indice d'humidité des sols, grosso modo. Cet indice d'humidité des sols, il ne dépend pas que du climat, il dépend bien entendu de l'eau que tu vas recevoir, mais il dépend de comment tu l'utilises, ton sol. Si tu as des productions qui pompent beaucoup d'eau, et tu assèches tes sols. Si tu as très peu de vie dans tes sols, ça devient des formes d'éponges. C'est tu sais, les éponges que tu retrouves Ouais. sous ton évier, là, tu dois mettre 8 ans pour qu'elles puissent absorber de l'eau et quelquefois elles n'y arrivent même plus. Un sol qui est en mauvaise santé, un sol avec peu de biodiversité dedans, un sol mort, c'est ça en fait. Et en fait, plus tu as de sécheresses qui sont importantes, plus ton sol il se contracte et moins il est capable d'absorber d'eau et moins il est capable d'absorber d'eau. Bref, c'est un cercle vicieux. Et tu as le dernier type de sécheresse qu'on appelle la sécheresse hydrologique. Ça, c'est en fait le remplissage des nappes et le remplissage des cours d'eau. C'est-à-dire ça, tu peux le voir en fait sur l'évolution du débit des cours d'eau en été et l'évolution du remplissage des nappes. Et ces deux trucs-là, les inondations et le trop sec et le trop d'eau, c'est le miroir l'une de l'autre. Ok. Ce qui se produit, c'est lorsque tu as le changement climatique, tu as une augmentation de température pour tout le monde. Sauf que quand tu as l'augmentation de température pour tout le monde, tu augmentes aussi l'évaporation et l'évapotranspiration. L'évaporation, c'est l'eau bleue, c'est l'eau des cours d'eau, Ouais. etc. C'est vraiment bleu. Et l'évapotranspiration, c'est l'eau verte, c'est l'eau des végétaux. Le chiffre important à retenir, c'est pour 1 degré de plus, tu as 7% de potentiel d'évaporation en plus. Et en fait, toute l'eau avec cette température-là, que tu vas sortir, que tu vas accélérer le cycle de l'eau, que tu vas sortir des sols, que tu vas sortir des cours d'eau, malheureusement, elle ne retombe pas progressivement et pas au même endroit. C'est-à-dire, elle va retomber d'un coup. Donc en fait, les conséquences du changement climatique, pour aller très vite, sur la France, c'est tout le monde prend des températures beaucoup plus élevées. On peut penser à la France comme une grande salle de bain avec des choses cassées. Le radiateur, il est cassé en France et il est cassé plus sur la partie Alpes, donc la partie sud-est. 4 degrés en France à la fin du siècle, c'est 7 degrés dans les Alpes. D'accord? Ouais. Et les Alpes, c'est un des territoires de France qui a déjà dépassé les 2 degrés. D'accord? En France, on est à peu près à 1, on est très proche de 2 degrés d'ailleurs. On dépasse dans les 3 ans là, le 1,5 degré au niveau mondial. Et en France, on est à peu près à 1,8 parce que la France et l'Europe se réchauffent plus vite que le reste du monde. Et en gros, ce qui se produit, c'est que c'est les Alpes qui se réchauffent le plus vite. Et donc, en fait, si on la carte, c'est un énorme radiateur où, en fait, la chaleur, on va dire presque, on pourrait vraiment faire une image comme ça, la chaleur du sud-est, elle se propage sur l'intégralité de la carte. Ouais. Et ensuite, ce que tu as, en fait, ce qui se produit, c'est que dans ta salle de bain cassée, tu as un sèche-cheveux aussi. Et donc, tu as un assèchement de tout le pourtour méditerranéen, en particulier Pyrénées-Orientales, Occitanie, donc toute la partie sud-ouest, qui est qui a une sécheresse à la fois météorologique, des sols et hydrologique très marquée, parce que en particulier, c'est connecté à tout ce qui est Espagne, et Espagne, c'est un pays qui est en voie de désertification. Ok. Et tu as aussi un territoire dont on ne pense jamais, et pourtant il prend le trop sec de façon très forte, c'est la Bretagne.
La Bretagne, c'est un territoire où en fait, tu as une augmentation très importante de la sécheresse météorologique, donc du nombre de jours de sécheresse, euh, nombre de jours secs consécutifs en été. Et c'est un énorme problème pour les Bretons parce que fondamentalement, la Bretagne et les côtes armoricaines en particulier, c'est des territoires où on n'a pas de nappe phréatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stockage d'eau. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite. Ouais. Et donc, tu as ces trois... Et tout cet excès d'eau, en fait, que tu as évaporé un peu partout, il retombe lors de la saison automne-hiver du changement climatique. Dans notre modèle, là, notre petite salle de bain, en fait, le robinet de la salle de bain en France, il est plutôt au nord et au nord-est. Et en fait, tu as des excès d'eau qui vont tomber sur le nord et tout ce qui est Alsace, Lorraine, etc. Et ça, tu peux le voir très bien sur toutes les cartes qui sont liées aux projections de la France 4 degrés. Et donc, tu as ces trois trucs. Tu as vraiment trop chaud, trop d'eau, trop sec. Et je te passe l'élévation du niveau de la mer, où tu as un impact très important. Là, plutôt sur Nord, Calais, etc. Et tout ce qui est sud-ouest, La Rochelle, Bordeaux, etc. Ouais. Et donc, sur la Méditerranée, normalement. Et donc, voilà à peu près un panorama d'une France où il y a tout qui se transforme progressivement. Et ce qui est très problématique avec cette question-là, c'est que absolument toutes nos infrastructures, je parle d'infrastructures matérielles, donc nos bâtiments, nos routes, nos écoles, mais je parle aussi d'infrastructures sociales, notre modèle social, notre modèle agricole, notre façon de produire, tout a été dimensionné, absolument tout, sur des conditions climatiques qui sont passées. On prenait en gros, si tu veux, l'extrême sur la période, je sais pas, on construit un bâtiment en 2010. Et ben on prend les pires événements en termes de vagues de chaleur entre 1900 et 2010 et on dit bah il faut que ça Ouais. tienne ça. Sauf, donc par exemple, tu vas te dimensionner sur la canicule de 2003. Sauf que l'énorme problème, et ça c'est pas assez souligné, c'est que le changement climatique, il est irréversible. Il est arrêtable, mais irréversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si demain matin, j'arrête d'émettre des émissions de gaz à effet de serre, on fait le grand blocage de toutes les raffineries du monde et de toutes les stations essence et machin chouette, et bah, on reste avec un changement climatique au niveau actuel. On ne revient pas en arrière. C'est-à-dire que, et ça c'est écrit dans le rapport du Haut Conseil pour le climat, l'été 2022, qui était l'été le plus chaud qu'on a jamais connu depuis avant le deuxième plus chaud après celui de 2003, et ben ça devient la moyenne à 2050. C'est-à-dire que en fait, les extrêmes du passé, ça devient la moyenne progressivement en France, et c'est remplacé par de nouveaux extrêmes pour lesquels on n'a rien dimensionné. Ça, c'est particulièrement inquiétant, et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'attaquer de front à l'idée que parler d'adaptation, ça serait déjà une défaite. Rien que parler d'adaptation, ça serait renoncer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas vrai. Il faut faire très attention avec ça. Moi, je comprends pourquoi les gens disent ça. Parce que, effectivement, tu as des seuils. Les seuils, ils sont autour de 2 degrés, où tu peux avoir un emballement climatique. Ça, c'est vrai. Et ça, il faut le souligner. Et ça, il faut télescoper, pour moi, toutes les communications qui sont autour du ministère de la Transition écologique, où il est écrit, et sur Météo France maintenant aussi, Ouais. où il est écrit partout, vivre à plus 4 degrés sans point d'interrogation. Plus 4 degrés en France, c'est plus 3 degrés dans le monde. Plus 3 degrés dans le monde, c'est des probabilités très importantes d'avoir déclenché des points de bascule irréversibles, c'est-à-dire, grosso modo, par exemple, la fonte du permafrost, qui est un sol gelé que tu as en Arctique, au Ouais. Canada, en Russie, qui contient des micro-organismes. Quand ils font ces micro-organismes, ils font la fiesta, donc ils commencent à bouffer, à faire des trucs, et ils génèrent du méthane, et ce méthane, c'est un gaz à effet de serre qui fait chauffer le permafrost, qui libère encore plus de copains pour la rêve partie des microbes, là, et tac, 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 on fait plus de méthane, et du coup, tu as une boucle d'emballement. Et c'est très pénible aussi, en termes de recherche scientifique, parce que les autres points de bascule, tous ces points de bascule, désintégration d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest, la savanisation de l'Amazonie, eh ben, les scientifiques ne sont pas d'accord sur le seuil de déclenchement de ces événements-là. Ouais. Et c'est très emmerdant, ça. Et donc, comment on a réussi à gérer cette incertitude jusque-là? A priori, si je prends les médianes des chercheurs, le- la plupart des points de bascule sont situés autour de 2 degrés. Ok? C'est à peu près le truc. Mais vraiment, il y a énormément d'incertitudes là-dessus parce que les chercheurs ne sont pas d'accord. Et c'est pour ça qu'avec le GIEC,
et l'accord de Paris, il y a ces deux bornes qui avaient été définies. Et la borne basse, le 1,5, on a déjà dépassé, et la borne haute, parce que c'était des bornes qui étaient considérées comme des bornes à peu près safe, où tu as une bonne chance de ne pas déclencher les points de bascule avec l'incertitude scientifique qui était donnée. Hmm. Ok. Et donc, l'énorme problème, quand tu as les communications sur la France à 4 degrés, etc., ou les genres de conneries qu'on entend du style Paris aura le climat de Séville en 2000, ça n'a aucun sens de dire ça. Parce qu'en fait, tu vas avoir des extrêmes que tu ne connais pas, tu peux anticiper vite fait, mais tu peux pas anticiper les effets dominos. Et en fait, là, c'est des analyses de moyennes. Alors qu'en fait, les moyennes, elles vont devenir même problématiques, parce que si c'est des moyennes type 2003, c'est déjà en fait un problème tous les ans. Mais ce qui va vraiment tout fracasser, c'est les extrêmes, c'est ce qu'on appelle les signes noirs. C'est les événements qui aujourd'hui, statistiquement, sont impossibles et qui vont devenir de plus en plus possibles et qui vont aussi appuyer sur des sociétés ultra complexes, donc ultra fragiles. Très clair, très clair, très clair. J'étais en train de dipper dans le sujet dans ma tête, donc du coup ça m'a fait bugger. Ouais, Euh, oui, hein, si tu veux, je peux continuer, Non, hein. non, mais oui, je sais. Euh, Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est la définition potentielle que tu as d'adaptation. Parce que c'est vrai que euh, moi, pour bosser pas mal avec des personnes qui sont plutôt engagées dans les sujets de transition écologique, qui ont envie de faire en sorte que ça se transforme vite, qu'on essaye de justement limiter le réchauffement climatique, tout ça, il y a une sorte de controverse sur le sujet de l'adaptation parce que il y en a qui disent bah, si jamais on commence à faire l'adaptation, un peu à la manière dont ce que tu disais qu'on peut voir sur TF1 ou quoi en disant bah, adaptons-nous dès aujourd'hui à plus 4 degrés, alors qu'en fait on ne sait pas du tout ce qui va se passer. C'est un peu comme si justement oui on renonçait au fait qu'on serait capable de pouvoir faire les choses mieux, réagir vite, et qu'en gros il y avait un peu une sorte de lâcher prise là-dedans en disant bon bah de toute manière on va pas y arriver. On a déjà passé le 1,5, on n'arrivera pas à faire mieux que le 4 degrés, donc on lâche prise, on se laisse complètement glisser dedans, et il y a un danger là-dedans. Et moi, quand je t'écoute, ce que je comprends de la notion d'adaptation, c'est aussi que, comme tu le disais, on ne peut pas revenir en arrière. Donc en fait, les conditions du présent qui ont déjà changé, bah, dans tous les cas, il faut s'y adapter parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Donc en fait, c'est déjà s'adapter au présent avant même d'essayer de se dire il faut s'adapter au futur, quoi. C'est vraiment plus une réaction au présent. Et donc du coup, si je concrétise encore plus le truc, c'est je suis promoteur immobilier dans le sud de la France. Si je construis des bâtiments, il ne faut pas que je les construise sur des critères qui sont des critères habituels basés sur des gestions des risques du passé, mais il faut que je mette à jour mon logiciel de gestion des risques par rapport à la nouvelle réalité de présent. Donc il faut que je m'adapte et que du coup je revienne sur ça, quoi. Si j'ai bien compris ta C'est version ça le 4 d'adaptation. degrés. Voilà. Le 4 degrés, à la base, c'est de donner une borne pour que les collectivités, les promoteurs immobiliers, tout le monde ait une borne sur laquelle, en gros, comment je dois construire mes nouveaux bâtiments, tu vois, mes nouvelles infras. C'est ça le 4 degrés. Parce qu'il y avait toujours l'histoire de je sais pas si je m'adapte à 2, 2,5, et donc il fallait un cadre général. Dans ce cadre-là, le travail qui a été fait par le ministère de l'écologie est un bon travail sur le plan national d'adaptation. Mais je parle des gens, des vrais gens qui travaillent, c'est-à-dire des effectifs du ministère qu'on fait avec la consigne qu'on leur a donnée. Sauf que tu as une récupération politique où, en mode, on restructure l'action écologique autour du vivre à 4 degrés, on fait de la com là-dessus. Parce que ça a l'air bien, ça a l'air original, ça a l'air neuf, on n'avait pas vu ça avant. Sauf qu'en fait, là, tu te retrouves avec des gens qui sont plus des techniciens. J'ai pas une fanatisation des techniciens, mais bon, j'en fais partie, moi. Mais des gens qui vont faire de la communication autour de ça. Et qui surtout vont te faire cette espèce de machin en mode on va s'adapter à vivre à plus 4 degrés, mais il y a la dette, on n'a pas l'argent. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Les chantiers de l'adaptation, c'est des chantiers qui vont coûter beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est des chantiers qu'il va falloir mener. Parce qu'aujourd'hui, la politique qu'on a, notamment avec l'austérité budgétaire, c'est n'importe quoi. Je vais t'expliquer pour toi. En fait, ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'on a, du coup, on se contracte, on dépense rien. Il y a une catastrophe, genre Covid. Du coup, là, oh là là, on sort de l'argent public n'importe comment, tac, on le verse. Tout cet argent-là, il va juste subventionner des compagnies privées. Et in fine, si tu regardes le mouvement économique que ces trucs ont, ça va simplement profiter, c'est ce qu'on appelle l'effet cantillon, aux gens qui sont proches de la création monétaire qui a été générée notamment par la Banque centrale, c'est-à-dire bah, les gens qui sont déjà très très riches. Comment ça marche? En fait, quand tu es très très riche, tu peux te permettre d'emprunter
d'accord, de l'argent et de créer plus d'argent pour aller acheter des actifs, etc. Et tu te retrouves du coup dans une situation où à chaque fois que tu as un déversement d'argent, c'est capté par une minorité. C'est pour ça, par exemple, que depuis 2017, on a entre 2017 et ouais, ouais, t'as cette stat extraordinaire. Tu prends les 500 fortunes les plus riches en France. Ces 500 fortunes, en 97, elles représentaient 7% du PIB français. Aujourd'hui, elles sont à 42%. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on a eu des crises. Ces crises-là, on n'a aucunement investi dans la prévention. Et donc, à chaque fois, on est obligé d'aller en catastrophe, balancer de l'argent public pour, par exemple, pour payer le Covid ou pour sauver les banques pendant les subprimes, ou pour, par exemple, quand tu as des fluctuations des énergies fossiles, du prix des fossiles, genre parce qu'il y a la guerre en Ukraine et que tu t'es pas décarboné, bah, tu te mets à payer un bouclier tarifaire sur l'électricité pour tout le monde. Et donc, en fait, on est en permanence dans cette schizophrénie. On n'anticipe pas les crises, on ne fait pas les investissements de prévention. Il y a la crise, on met de l'argent public partout, on a la dette qui augmente et on dit ah bah c'est l'austérité, je peux pas, on a trop de dettes, tac, et à la prochaine catastrophe on subventionnera. Et donc en fait, et c'est ça ce qu'on appelle la maladaptation systémique. La maladaptation systémique, c'est ne pas anticiper, simplement être dans la réaction des crises en permanence. Et ça c'est un phénomène qui est extrêmement puissant, qui est en cours dans toutes les sociétés et qui se traduit économiquement par un appauvrissement de l'État, un appauvrissement des classes populaires et des classes moyennes, et un enrichissement des gens qui sont déjà les plus riches. Par, du coup, ce phénomène-là. Il suffit simplement de regarder où est allé tout l'argent public du Covid. Et ben, il a remonté progressivement sur les classes dominantes et du coup, il y a eu un subventionnement, tu vois, très important des gens qui ont déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et tu te retrouves dans des situations complètement absurdes où en fait, à chaque crise, tu t'amputes de capacité de prévention et d'adaptation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller très vite sur les chantiers de l'adaptation? Les chantiers de l'adaptation, c'est des chantiers de mise en sécurité sociale des communs, en premier lieu, ou en tout cas c'est compris comme ça. C'est-à-dire que par exemple, nos villes, en gros, quand tu fais de l'adaptation, tu vois comment le climat évolue, mais tu vois surtout les caractéristiques de vulnérabilité de certains de tes territoires. La vulnérabilité des villes, c'est quoi? Nos villes, c'est des radiateurs qui chauffent en été. Pourquoi? Tu as du béton partout. Le béton, c'est noir et ça absorbe, d'accord, l'énergie Hmm. solaire incidente et ça le capture en surface. OK? Ce qui veut dire que, en fait, tu peux avoir des différentiels de température de 2, 3, 4, 5, 10 degrés entre une ville et sa périphérie, ses forêts, ses campagnes aux alentours. Pourquoi? Parce que dans les campagnes, les forêts, tu as exactement le même phénomène qui se passe quand tu sors de ta douche. Quand tu sors de ta douche, tu as froid. Pourquoi? Parce qu'une partie de l'énergie solaire qui t'arrive dessus, elle sert plus à chauffer ta peau, elle sert à évaporer les gouttes d'eau que tu as sur le corps. C'est pour ça que tu as froid. Parce que tu manques d'énergie thermique, d'énergie solaire, c'est la même chose, et qui viennent te réchauffer. Or, dans les villes, eh ben, tu as l'énergie solaire, elle a rien d'autre à faire que de chauffer le sol et donc de te chauffer toi in fine. Alors que quand tu es dans une forêt, par exemple, cette énergie solaire, elle va chauffer un peu le sol, mais elle va aussi s'amuser à faire évaporer les gouttes d'eau des arbres, tu vois, Hmm. faire de l'évaporation. Quand tu as des trames vertes, donc parcs urbains, arbres, etc., tout ce qui va faire de l'évapotranspiration, et des trames bleues, donc des cours d'eau, des marais urbains, des lacs, et bah, tu as une partie de ton énergie solaire qui sert à évaporer ces deux trucs-là. Ok? Et du coup, bah, tu en as moins qui viennent te chauffer le corps. Et donc, un des grands, grands enjeux de la ville du 21e siècle, de la ville adaptée au changement climatique, c'est fondamentalement de la désimperméabiliser et de remplacer ce qu'on a désimperméabilisé avec des trames bleues, avec des trames vertes et avec tout ce qui va permettre à notre ville de transpirer. C'est aussi un enjeu absolument fondamental pour gérer ce qu'on appelle le trop d'eau. Donc la saison automne-hiver du changement climatique. Quand tu verses une bassine de flotte sur une ville, tu as le même problème avec ce foutu sol qui va rien absorber. Et là, c'est la topographie qui va décider ce qui va être inondé. C'est le point le plus bas de la physique. Et du coup, ce qu'il faut aller, c'est aller vers des villes éponges, c'est-à-dire désimperméabiliser et avoir des villes qui sont capables d'absorber des excès d'eau. Donc là, encore une fois, les solutions, c'est trame verte, trame bleue, et tu as des compagnies, des formes maintenant de béton où tu peux mettre des caissons, en fait, sur certains endroits
pour que le béton ne soit plus devienne perméable. Tu peux perméabiliser une partie de ton sol quand même, sans faire des trames bleues et des trames vertes, parce que tu pourras pas faire des trames bleues et des trames vertes partout. Mais voilà, il y a deux grandes orientations pour la ville dans l'adaptation. C'est la ville qui transpire et la ville éponge. Pour l'agriculture, en particulier, tu as un enjeu fondamental de transformer tes pratiques agricoles. Quelle est la vulnérabilité de l'agriculture aujourd'hui? On est allé à fond. Il y a une très bonne BD sur le remembrement, notamment, qui a été parue et qui avait fait grand bruit, et qui était vraiment pas mal, qui explique en fait comment l'agriculture française, sous le plan Marshall, sous les Américains, s'est transformée en une agriculture qui avait pour but d'être hyper productive. Quand tu veux faire quelque chose d'hyper productif, tu fais quelque chose d'hyper homogène. Et donc, quand tu veux maximiser le rendement d'une production pour le vendre, notamment à l'extérieur, et tirer un maximum de ressources financières de ta marchandise vivante, tu dois fondamentalement cultiver un clone génétique Hmm. le plus performant dans des conditions stables. Ce clone génétique, pour qu'il soit protégé, tu dois stériliser ton environnement, tu colles des pesticides partout, et pour maximiser le rendement de ta plante, tu dois doper ton environnement, tu le dopes avec de l'irrigation, et tu le dopes avec des engrais. Résultat des courses, ça pouvait peut-être marcher si à court terme, voilà. Donc en se disant que les sols, ils pouvaient absorber ces genres de trucs, etc., et que la biodiversité, on pouvait remplacer. Mais ça marche plus du tout dans un climat qui n'est plus stable, parce que tu ne contrôles plus les conditions. Et donc ton clone génétique, bah, il peut se retrouver en contact avec un ravageur qui aurait jamais dû être là, et le ravageur, il a des clones génétiques, il saute, il détruit tout. Voilà. Et donc, fondamentalement, ce qu'il faut qu'on arrive à faire en agriculture, c'est sortir de ce paradigme-là. C'est-à-dire arrêter d'avoir des clones génétiques, avoir de la diversification dans nos productions, faire ce qu'on appelle de l'agroécologie, c'est-à-dire faire des rotations de culture, c'est-à-dire mettre des légumineuses, réenrichir le sol, parce que quand tu as un clone génétique, il va pomper les mêmes nutriments dans le sol, et donc il va y avoir des sols qui vont être très pauvres en un certain nombre de nutriments et hyper riches dans un certain nombre d'autres nutriments dont le clone génétique se fiche réellement. Et du coup, ce qu'il va falloir qu'on arrive à faire, c'est de gérer notamment cette problématique de sécheresse. Et une des meilleures façons de le faire, c'est d'utiliser des arroseurs automatiques venus de la Silicon Valley qui s'appellent des arbres, qui sont aussi des climatiseurs. Un arbre, grosso modo, c'est 200 litres d'eau mature, une centaine de litres d'eau par jour, que ça transpire. Donc déjà, ça refroidit les villes, ça refroidit ta parcelle agricole. Et surtout, les arbres, je te l'apprends, ça a des racines. Ok. Ces racines-là, c'est des arroseurs automatiques. Quand sur toute ta parcelle agricole, en fait, tu commences à avoir une sécheresse des sols importante, l'arbre, c'est la seule plante, le seul végétal, le seul vivant qui est capable d'aller chercher, notamment en alliance avec les mycéliums de champignons qui sont en haut, de l'eau en profondeur pour aller faire un peu de l'arroseur automatique dans le sol de toute la parcelle agricole. Et donc, tu as une solution qui est robuste à ce propos et qui permet de limiter les impacts quand on a des vagues de sécheresse. Ça, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Et évidemment, les arbres te permettent aussi de générer des formes d'ombrage. Et ces formes d'ombrage, elles permettent de refroidir, notamment aussi les bêtes qui sont dans les premières victimes aussi des vagues de sécheresse, des vagues de chaleur, puisque tout se conjugue, hein, bien entendu. On a un peu un prisme quand on fait du risque, c'est qu'on fait risque aléa par aléa. Il faut comprendre tout ça en globalité. Hmm. Et la dernière solution là-dessus sur l'agriculture, et après j'en termine là, c'est ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative. L'hydrologie régénérative, c'est le concept de Charlène Descolonges, ça intègre l'agroforesterie et l'agroécologie, mais ça rajoute quelque chose. Qu'est-ce que ça rajoute? C'est qu'on va en fait travailler sur la topographie des sols agricoles. Topographie, je l'ai dit plusieurs fois, c'est un gros mot, c'est simplement en fait l'altitude des sols, ok? Et au lieu d'avoir un sol agricole, euh, on va dire, éponge, grosso modo, éponge sèche, qui va faire que quand tu as un excès d'eau, tout va dévaler, et bah, tu vas aménager ton sol agricole avec des lignes de champ. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en gros, les lignes à la même altitude, et Ouais. tu vas mettre, ce modo, ligne de champ, c'est pour le champ magnétique. Je sais plus comment tu le fais pour la topographie, mais c'est la même chose. C'est une ligne où tu as le même niveau d'altitude. D'accord. Ok. Ce modo, tu vas, en gros, faire des baissières, des retenues collinaires. Tu vas te débrouiller pour que ton eau, lorsqu'elle dévale ta pente, elle mette le plus de temps possible à arriver en bas. Donc, en fait, c'est un peu c'est les petits jeux avec les billes, là, si tu veux, pour avoir l'image. Donc, la bille, elle descend, tac, 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 tac. Bah, c'est la même chose
l'eau, on va essayer qu'elle mette le plus de temps possible à descendre. Ça s'appelle ralentir le cycle de l'eau. Et en fait, tous ces sols-là, bien sûr, c'est des sols qui sont désimperméabilisés. Et en fait, on va réhydrater progressivement les sols. On va aussi parler, être en interaction avec tous les écosystèmes fluviaux. Donc les ripisylves, etc. Donc c'est la végétation que tu as autour des cours d'eau. On va essayer de les régénérer. On va essayer aussi, c'est très important, qu'ils retrouvent leur cours naturel. Parce que si tu les as détournés, au moment où ils débordent, eh ben, ils retrouvent leur cours naturel. Parce que pendant plusieurs siècles et plusieurs milliers d'années, ils sont foutus là. Donc, et généralement, quand tu as détourné un cours d'eau, c'est pour foutre des trucs à côté, et ces trucs, tu n'as pas envie qu'ils soient inondés. Donc voilà, en gros, tu as plein de grands chantiers comme ça. Je t'en passe plein. Il y a l'adaptation de la forêt qui est hyper intéressant. Il y a la question notamment aussi de comment tu gères avec l'élévation du niveau de la mer. Sujet tabou à mort aussi, et qui est toujours laissé un peu aux collectivités qui peuvent rien faire toutes seules, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait un plan de relocalisation par l'État parce qu'en fait, enfin, les collectivités n'ont pas les moyens de relocaliser et sont toujours sur des injonctions contradictoires à essayer de gérer les gens qui veulent construire, les gens qui veulent acheter. On a une demande encore très importante et une artificialisation des sols qui est marquée en France autour des grandes périphéries, mais aussi autour de tous les littoraux. Et donc, en fait, ça, c'est une dynamique qui va en fait augmenter la vulnérabilité parce que ça augmente le niveau de risque, ça augmente l'exposition aussi, parce que ça met de plus en plus de gens dans ces endroits-là, hein, et ça les imperméabilise beaucoup plus. Et donc, c'est beaucoup moins à même de gérer les phénomènes marines plus réguliers, plus fréquents. Merci pour tous ces détails. Ça m'en amène à ma question. On revient sur le côté plus peut-être émotionnel, tu vois, de l'histoire. Euh, je connais pas mal de monde qui bosse dans les sujets de transition écologique. Donc, il y a un profil plutôt ingénieur comme toi à la base. Je connais d'autres personnes qui bossent aussi BIOS, donc qui sont sur tous les sujets de bio-inspiration. Donc, pour eux, c'est pareil. En fait, si jamais on creuse un petit peu, observer la nature, les solutions, on les a. Toi, tu as détaillé un plan à peu près complet de solutions qui pourraient être mises en place. Moi, mon sujet, comme d'autres, ça va être les organisations. Donc, très souvent, les organisations privées vont pouvoir te dire, ouais, ben, pour tous ces grands sujets et compagnie, on n'a pas forcément le temps tout de suite parce qu'il faut faire tourner le core business ou on n'a pas forcément l'argent. Sauf qu'il y a aussi les solutions pour avoir l'argent. Tu vois, mon sujet, moi, c'est de travailler sur l'efficience organisationnelle et je sais que ça peut libérer 30% d'un CA qui, du coup, peut être orienté sur des sujets de fond et c'est un peu ma tactique du moment. Donc, en fait, à tous ces acteurs qu'on est, quelque part, et à baigner dans ces sujets et à être imprégné de ça, et même émotionnellement, euh, les solutions, elles sont là, quoi. Donc, déjà, ça, c'est un bon socle. Enfin, c'est très positif. Maintenant, comme tu disais, il y a le fait que, il faut accepter de s'adapter tout de suite et qu'il faut bien comprendre qu'en fait, on ne reviendra pas en arrière et que donc, du coup, les choses qui sont normées ou normales ou les habitudes, elles sont déjà plus à jour. Donc, il faut faire un update déjà juste pour le présent. Que en plus de ça, il faut avoir une action qui est beaucoup plus préventive. Que du coup, il y a des choses qui sont à la base portées plutôt par des institutions, mais les institutions étant pas très agiles, et en plus de ça, bloquées par des injonctions politiques, ça fait que du coup, ça avance pas. Donc du coup, peut-être que ça veut dire que ça va être peut-être les entreprises sur les territoires qui doivent bouger. Enfin bref, tout ça pour dépeindre un peu un contexte dans lequel il y a des gens qui se disent, bah, les solutions sont là, il suffirait de coopérer et de se mettre en action dessus, et ça ferait une espèce de grande et belle mission commune. Et du coup, vu que ça se fait pas exactement comme ça peut générer beaucoup de frustration, d'énervement intérieur, un petit peu comme tu le disais au début de ton histoire. Comment est-ce que maintenant, toi, tu arrives à mitiger ces choses-là, à peut-être sortir de la frustration et sentir que du coup, tous les matins, quand tu te lèves, bah, tu arrives à faire cranter des choses et à faire avancer le schmilblick. Alors, il y a plusieurs sujets là-dedans. Hmm. Est-ce qu'on peut peut-être parler des décideurs? En gros, pourquoi les décideurs, ça va pas tout ça? Alors, les solutions, on les a, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu prends step by step, problème par problème, tu peux arriver à trouver des solutions. Sauf que malheureusement, le problème, il est systémique. Et donc, les trucs se parlent entre eux. Et donc, tu ne peux pas y arriver sans. Tu peux pas faire de l'adaptation, pour moi, Hmm. en continuant la même trajectoire. De l'adaptation dans le business as usual, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, malheureusement, c'est que tu peux faire des chantiers, sauf que tu les dimensionnes à quand, tes chantiers, tu vois? Si t'as pas, en fait, l'atténuation, le fait de pas déclencher des points de bascule, c'est la condition pour pouvoir s'adapter. Or, on ne peut pas atténuer dans le business as usual. C'est pas possible, fondamentalement. Il faut qu'il y ait une bifurcation et il faut qu'il y ait une planification écologique par le haut
pour gérer ça. Aujourd'hui, l'écologie, elle est prisonnière d'une forme d'infantilisation que moi, qui m'a toujours beaucoup énervé. C'est à la fois le colibri et le vote. Mm. Ok. En permanence, quand tu as une conférence sur l'écologie, moi j'avais fait une conférence à un moment sur l'écologie, enfin sur l'adaptation, et il y a un mec qui est venu me voir et qui m'a fait putain, toi tu m'as redonné espoir, je suis content parce que j'ai fait je me suis remis à ça, et moi je suis un vieil écologiste, tu vois, un vieux de la vieille, et quand je passais dans toutes les conférences, on finissait toujours par faites votre empreinte carbone et votez bien. Et il m'a dit, mais ça me donnait envie de chialer, parce que c'est exactement ce qu'on disait il y a 30 ans, et que tout ça, et qu'il n'y a rien qui a été à peu près gagné correctement. Et puis je dis, mais je suis complètement d'accord avec toi, parce qu'aujourd'hui, la forme de l'écologie, c'est une écologie qui est complètement déconnectée des classes populaires et grosso modo des impératifs. Quand tu fais une fresque du climat, qui est un très bon atelier d'ailleurs, mais que tu termines avec faites ton empreinte carbone, va à 2 tonnes et basta, bah en fait, ça, c'est exactement la redite de l'écologie à la Pierre Rabhi qui a jamais marché, qu'est le colibri. Le colibri, ça marche comment? Le colibri, c'est en gros, il y a un feu dans l'Amazonie, ok? Et tu as tous les animaux qui regardent. Déjà, tu peux imaginer la classe sociale enfin, le champ social des animaux qui peuvent se permettre de regarder l'incendie. Ça place un peu sociologiquement Mm. déjà le truc. Et dans tous ces animaux-là, les animaux un peu privilégiés qui sont pas en train de brûler, t'as un autre animal, qui est le colibri, qui commence à prendre une goutte d'eau et qui va essayer de balancer sur le feu qui arrive. Ok. Et tous les animaux lui disent, mais putain, pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun sens. Il fait, parce que je fais ma part. Et donc tous les animaux se mettent à faire pareil. Et tu sais comment l'histoire elle se finit? Le feu, il est Bah, éteint. il meurt. Non. Je sais. Non, justement, il n'est pas Je éteint à la sais, fin. C'est ouais, ça qui ouais, est l'histoire. C'est que au moins elle a l'honnêteté de pas raconter, de dire bon bah au final c'est la catastrophe, mais au moins on a tous essayé de faire. Et pour moi l'écologie, elle est prisonnière, en tout cas dans ces milieux un peu mainstream, dans les milieux plus radicaux c'est moins le cas quand même, de cette espèce de faire sa part. C'est-à-dire on a un problème systémique, on est complètement dépossédé par ce problème systémique, donc on va remettre à l'échelle individuelle, je vais dire bah je vais faire ma part et puis on verra. Et sauf que c'est pas le sujet. C'est pour ça que moi, j'ai tout de suite sorti, je suis sorti tout de suite un petit peu de ces histoires de décarbonation, etc. Parce que ça se transforme très vite en une redite du faire sa part. L'autre façon, c'est qu'on va te dire, il y a l'action collective. Et l'action collective, on va toujours être dans ce rapport infantilisant, qui est le rapport du vote, qui est le rapport de la délégation de pouvoir qu'on a sur des représentants. Est-ce qu'il ne faut pas voter? Évidemment que non. Moi, je vote à chaque élection. Voilà, j'essaye de me mobiliser politiquement aussi. Mais c'est infantilisant. OK. Et il n'y a jamais un truc qui est expliqué correctement pour moi. C'est la question de l'action collective. L'action collective, elle est toujours vue comme en fait le vote ou va dans une asso et fait des trucs. C'est pas du tout ça en fait. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est créer des institutions par la base qui organisent une mise en sécurité sociale par la base. Je vais donner un petit élément important, c'est l'histoire de la sécurité sociale. La sécurité sociale en 1945, elle naît d'un effondrement. L'effondrement, c'est la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Cet effondrement, en fait, il va généraliser des choses qui existaient déjà dans le monde du travail, donc 1945, Conseil national de la résistance, les gaullistes et les communistes au pouvoir. Il faut un programme qui s'appelle le programme des jours heureux. Dans le programme des jours heureux, il y a la création d'une sécurité sociale par le ministre qui s'appelle Ambroise Croizat pour ce qui dit créer une tranquillité sociale. La tranquillité sociale, c'est pas calmer les antagonismes, calmer les colères, c'est donner aux gens, enlever aux gens le stress de demain. D'accord? Le stress de l'avenir, le stress des vieux jours en particulier. Et pour faire ça, il n'a pas une idée de génie, il va juste regarder ce qui s'était passé dans la société avant. Et avant la Seconde Guerre mondiale, même pendant, tu avais des syndicats qui avaient organisé ce qu'on appelle des caisses de sécurité sociale, c'est-à-dire que par exemple les électriciens et gaziers, ils prenaient à chacun des travailleurs une partie de leur argent sous forme de cotisation sociale, et ces cotisations sociales, ça venait gérer une caisse de sécurité sociale. Cette caisse de sécurité sociale elle permettait, bah, en fait, elle était auto-organisée, donc par les syndicats et les travailleurs, et elle permettait, quand il y en avait un qui était malade, et ben, il avait de l'argent, quand il partait à la retraite, il avait de l'argent, etc. Et c'était organisé à droite à gauche, ça marchait vachement bien, et ça marchait mieux, en particulier,
des autres moyens qui existaient pour gérer la santé à cette époque-là, c'est-à-dire les partis un peu plus mutualistes et la charité chrétienne, grosso modo. Et ce que va généraliser Ambroise Croizat, c'est ce mode d'organisation-là. Et ce qui est hyper important, quand la sécurité sociale, elle se génère en France, la sécurité sociale, elle n'est pas gérée par l'État. C'est hyper important ça. C'est un service public qu'on appelle non étatique. En 1945, tu as 75% des représentants des salariés et 25% des représentants du patronat qui choisissent le montant des cotisations, qui choisissent, je fais un anachronisme, c'est pas exactement Hum. ça, mais quand même, de la retraite, le montant de l'assurance chômage, etc. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une auto-organisation par la base qui devient une institution de la République et qui, en fait, fait de la démocratie sociale. C'est les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes, si je le dis d'une façon un peu plus marquée, qui gèrent en fait toute une sphère de l'économie qu'on a sortie du marché et qu'on fait gérer par l'intérêt général. Et c'est ça qu'on appelle en France la démocratie sociale. C'est une démocratie qui est organisée, oui, par un État planificateur, mais aussi par le dialogue social, c'est-à-dire, grosso modo, des organisations en dehors du mode de représentation électorale classique qui vont autogérer une partie de la production. Et quand on a commencé à faire ça, on se dit, en fait, il faut penser des sécurités sociales sur d'autres chemins. Et en particulier, il faut penser des sécurités sociales qui arrivent à la fois à mettre en sécurité sociale un besoin et un commun. L'adaptation, on a vu que c'était beaucoup les communs, mais les besoins ne sont jamais pris en compte. Énorme problème de l'écologie aussi. Comment on lie nos communs et nos besoins? Et ben on fait des sécurités sociales qui tapent les deux. Et on a parlé pas mal d'agriculture là. Et ben il suffit de faire une sécurité sociale, par exemple, de l'alimentation. Il y a plein de collectifs qui travaillent à cette sécurité sociale de l'alimentation. Comment ça marcherait? Dans la version nationale, une fois que ça sera généralisé, l'idée c'est qu'on ait chacun, chacune 100 euros par personne et par mois. Ok? Hum. Ces 100 euros par personne et par mois, ça serait ce qu'on appelle de la monnaie marquée. C'est quoi la monnaie marquée? C'est de la monnaie que tu ne peux dépenser que chez des productrices et des producteurs qui sont conventionnés. En particulier, c'est quand tu vas chez le médecin, ta carte vitale, tu ne peux la dépenser que chez des médecins qui sont conventionnés. Pourquoi ils sont conventionnés? Parce qu'ils ont fait des études de médecine. Après, libre à toi d'aller voir un charlatan, mais voilà, au moins c'est bien organisé. C'est pas le marché qui va décider. C'était pas en mode t'as 40 000 médecins et les moins chers ils ont pas de diplôme et les plus chers ils ont des diplômes. Tu vois ce que je veux dire? Et tout le monde utilise la carte vitale pour la sécurité sociale normale. Et si tu fais ça pour l'alimentation, bah, ce que tu vas te dire, c'est qu'on va faire des conventions citoyennes de l'alimentation un peu partout, qui vont choisir les critères de production qui permettent, qui rentrent dans cette carte vitale de sécurité sociale. D'accord? Ça, c'est hyper puissant. Donc, si je reprends, par exemple, moi, je viens de Cachan, ok? Cachan, c'est dans le 94, dans le Val-de-Marne. Eh ben, on ferait une convention de la sécurité sociale de l'alimentation à Cachan, où tu aurais des représentants des Cachanaises, des Cachanais, ok? Tu aurais également des représentants des producteurs de la région Île-de-France, des représentants des transformateurs, parce que c'est pas que des fruits et légumes, on peut penser au yaourt, on peut penser à tout ce que tous les produits en fait qui nécessitent fondamentalement de la transformation. Et bien fondamentalement, ces trucs-là, tu pourrais choisir concrètement comment, quels sont les critères qui vont permettre d'accéder à cette carte-là. Et pourquoi ce truc-là, c'est hyper puissant dans la version nationale? Parce que tu remets une forme de démocratie dans la production. Cette démocratie dans la production que tu as remise, elle permet fondamentalement de protéger les producteurs qui sont dans la carte vitale de la sécurité sociale de l'alimentation, et tu fais bifurquer tout le système comme ça. C'est-à-dire que les producteurs qui sont aujourd'hui marginalisés par à la fois la concurrence mondialisée et à la fois la grande distribution, ils se retrouvent en capacité d'avoir une activité rentable, une activité où ils peuvent en vivre. Et tu vois, par ce biais-là, tu as couvert le besoin d'alimentation, tu as couvert le besoin de revenus d'une partie des agriculteurs qui profitent de cet élément-là, tu l'as fait de façon démocratique et tu as protégé aussi les communs, donc l'eau et le sol, par ce biais-là, par le biais de la démocratie.
Et une fois qu'on a ce truc-là en tête, qu'on a ce prisme-là pour penser l'adaptation, il y a un côté un peu mindfuck. Parce qu'on peut se dire, mais alors, il faut faire des sécurités sociales pour tout, en fait. Il faut regarder pour le logement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le logement? Il faut regarder et le logement avec notamment la problématique de, il y a des prix de plus en plus importants et pour le logement, donc c'est plus dur de se loger. Donc les gens vont se loger plus loin, donc il y a une demande plus loin, donc il y a plus d'artificialisation, on fait toujours plus de construction et on est dans cette espèce de truc absurde où tu as de la spéculation immobilière dans tous les sens, ce qui fait que les gens peuvent pas se loger et la réponse qu'on donne à chaque fois, c'est bah on va construire plus. Oui, il faut construire plus, je pense moi. Mais le problème, c'est que tu peux pas, tu l'as pas de façon illimitée, les besoins de construction, parce que tu n'as pas les matériaux sont de plus en plus chers et de plus en plus durs à trouver, et que on artificialise déjà en France 20 000 hectares par an. Et donc, ces questions de sécurité sociale, c'est hyper puissant pour comprendre. Et si je reviens du coup à la question de mes dirigeants, les dirigeants aujourd'hui, ils ne comprennent pas, dans leur grande majorité, que le sujet du climat, ce n'est pas un sujet de reporting, ça n'a strictement rien à voir, et ce n'est pas un sujet réglementaire. C'est un sujet de sécurité globale. Tu peux prendre la décarbonation par ce biais-là. Plus tu es carboné, plus tu vas te taper des fluctuations des prix des énergies fossiles qui font n'importe quoi. Et donc, tu vas te taper des crises en permanence euh, parce qu'en fait, tu n'as pas décarboné et les crises, elles seront d'autant. Ton taux carbone, c'est en fait ton empreinte carbone, c'est le taux de transmission de la crise des énergies fossiles pour ton activité à toi. Donc, plus tu le réduis, plus tu as la paix. Et c'est exactement le cas pour la France, hein. La dette, la balance commerciale de la France est extrêmement déficitaire. C'est parce qu'on n'arrête pas d'importer du pétrole et du gaz. Et ça se casse la gueule quand le prix du pétrole et du gaz est haut et un peu important. Et donc, aujourd'hui, nos dirigeants, ils n'ont pas compris ça. Beaucoup. En tout cas, les dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils voient toujours ça comme un sujet moral. C'est les colibris, eux aussi. Ils font les colibris. C'est-à-dire qu'ils font quelques actions, ils font l'empreinte carbone correctement, ils prennent leurs KPIs, ils disent on fait ça, ça, ça. Et ensuite, ce qu'ils cherchent, c'est un plan de com. Même si c'est inconscient, c'est-à-dire qu'ils se disent, eh ben moi, je vais faire telle ou telle action. Et donc, je vais dire, bah, je suis meilleur que mon concurrent parce que le concurrent, il fait moins d'actions. Moi, je suis plus vert que lui. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de limiter le risque pour ta boîte, pour ton organisation et pour l'écosystème, ça c'est extrêmement important, qui permet de tenir ton activité. C'est-à-dire les travailleuses et les travailleurs, tes débouchés de marché, le territoire sur lequel tu vis, etc. Et donc, pour remettre ça, eh ben, il y a des initiatives qui sont pas mal, hein, comme la Convention des entreprises pour le climat. C'est-à-dire, il faut que les boîtes comprennent que elles doivent réorienter vers la satisfaction des besoins et trouver des moyens de le faire, notamment en discutant avec les écosystèmes locaux et en prenant en compte tout ce qui peut être événement de rupture. Il y a plein de façons de faire ça, mais grosso modo, c'est ça les grands chantiers qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre. Les sécurités sociales partout et qu'on arrive à se mettre dans des comprendre ce que c'est des scénarios de rupture et essayer de se préparer à ces scénarios de rupture et comprendre aussi qu'on a un intérêt global à faire ça global compris comme étant bah, ceux qui n'ont pas les capacités d'aller vivre dans un autre pays ou de Ouais, bien sûr. délocaliser leur activité dès qu'il y a une catastrophe. Voilà. Pour descendre sur un cran concret en plus, parce que c'est ce que je vois au quotidien quand je bosse justement avec des dirigeants, comme tu disais. Ouais. euh, Si typiquement, par exemple, le sujet, je sais pas, du climat ou de la transition écologique ou du carbone, c'est devenu aussi un sujet de com en fait pour les boîtes. C'est parce que, mine de rien, des acteurs qui étaient engagés à vouloir enclencher le changement ont dû trouver les arguments qui faisaient que du coup ça puisse se passer. Au début, on fait de la labellisation B Corp parce qu'on a envie de faire changer les boîtes. Puis maintenant, être labellisé B Corp, c'est un avantage business pour se positionner sur un Exactement. marché, quoi. Donc ça a été détourné alors que l'intention était bonne à la base. Et à chaque fois, en fait, les différents acteurs qui veulent créer du changement essayent de trouver des leviers comme ça pour venir accélérer les choses et bouger. Et du coup, ça fait toujours, euh, ça met en lumière la difficulté à faire cranter par les tout petits pas, en fait, à trouver le petit point d'entrée. Et donc, le système des sécurités sociales, tu vois, moi, je suis complètement aligné là-dessus. En plus de ça, il y a un côté décentralisation, ça repart par les territoires. Enfin, je suis complètement aligné. La notion de commun aussi, c'est un vrai sujet. Et la question, c'est qui organise les premières conventions? Comme tu disais tout à l'heure, c'est potentiellement des choses qui sont
institutionnel, donc ça devrait être une institution, mais tu faisais ton geste comme ça en mode, bon, on dépense pas d'argent tant que c'est pas la situation de crise. Donc ça veut dire que les personnes qui organiseraient les conventions, c'est limite une démarche citoyenne et donc du coup qui n'est pas rémunérée. Les gens n'ayant pas l'argent pour pouvoir utiliser du temps à faire des choses gratuites ne vont pas forcément se mobiliser. Et du coup, on se retrouve dans les problèmes qu'il y a en général dans les sujets citoyens, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas d'argent, donc du coup, il y a une mobilisation qui est euh, plus ou moins volontariste, mais qui du coup arrive jamais à créer un enclenchement. Est-ce que toi, tu sens des petites briques de solutions concrètes pour pouvoir, toi, si je reviens sur la question simple, c'est qui organise ces premières conventions pour que ça puisse enclencher tout le système derrière? Bah, ils avaient pas d'argent non plus quand ils ont commencé à faire la sécu. C'est-à-dire ils ont essayé de récupérer, ils ont fait des modèles alternatifs, ils ont regardé, ils ont fait des crowdfunding, ils ont collecté des cotisations, etc. Moi, ce que je pense, et il y a un concept qui est hyper intéressant, que j'aime beaucoup, qui est le concept d'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb. C'est quoi l'antifragilité? Faire de la muscu. Quand je fais de la muscu, je fais plein, comme tu as vu, et bah fondamentalement, je me pète par exemple des fibres du biceps, parce que tu soulèves des trucs, et ensuite, bah mon corps il dit: Oh, t'as plein de fibres qui ont cassé, c'est bizarre, je vais en mettre plus. Ok. C'est la même chose. L'antifragilité, c'est en fait arriver à se transformer quand on prend des crises dans la tête. Et moi, je suis persuadé qu'en fait, ce mécanisme-là que je t'ai décrit, crise, on investit, nanana, ça crée des bascules sociales aussi, fondamentalement. Et donc, tu peux pas rester dans ce truc absurde tout le temps. Et c'est juste qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une crise, à chaque fois qu'il y a un effondrement, tout ce qui va rester debout, c'est nos déjà là, autre mot, celui d'Olivier Allemand, de la robustesse. C'est-à-dire des trucs qui arrivent à rester stables dans un monde fluctuant. Le roseau, grosso modo. Quand tu fais de l'hyper-efficacité, quand tu fais de de la performance comme tu fais dans l'économie actuelle, et ben en fait, tu crées des fragilités dans tous les sens. Parce que, exactement comme l'exemple que je t'ai donné sur l'agriculture, pour maximiser ton rendement, il faut un truc hyper homogène, hyper complexe, hyper efficace. Sauf que ça crée des fragilités dans tous les sens. Ces fragilités, tu pouvais t'en foutre quand tu étais dans un climat stable avec une énergie abondante, quand tu es dans un climat qui est plus stable avec plus d'énergie abondante. Et je peux rajouter aussi avec un substrat biophysique appauvri et un accès plus difficile aux ressources de substitution des énergies fossiles, métal, etc. En fait, toutes les vulnérabilités que tu as créées en t'hyper-optimisant, ça va te retomber dessus. Voilà. Toute l'année, tu as eu des mauvaises notes, tu les as cachées, mais il y a le bulletin qui va arriver à un moment. C'est exactement ce truc-là. Et donc, bah, tu es dans la merde quand le bulletin il arrive, parce qu'en plus, tu prends encore plus cher parce que tu as une forme de dégagisme qui va arriver. C'est-à-dire, mais pourquoi vous n'avez pas pris en compte ça? On vous l'avait bien dit, ce truc-là, etc. Tu avais par exemple des événements, les protestations extrêmement importantes, comme exemple qu'on avait vu à Valence, où tu avais énormément de personnes dans la rue pour dénoncer grosso modo l'impréparation des pouvoirs publics. Et ce qui s'est passé à Valence aussi, c'est qu'on avait eu la municipalité de Valence qui était passée sur une majorité droite extrême droite et qui avait notamment supprimé un comité de gestion des risques climatiques qui avait été construit par la majorité précédente en disant que c'était un placard doré pour gauchistes. Tu vois, il n'y a que des trucs comme ça. Donc on détruit ses capacités d'adaptation par la base. Et aussi, c'était le mec, je sais plus comment il s'appelait, le mec qui gérait le mec du Parti populaire, là, donc la droite espagnole, valencienne, qui avait fait du Trumpisme, en fait. Il y avait des alertes de météo, de l'équivalent de Météo France en Espagne qui disaient, attention, il y a un énorme problème, il va falloir déclencher l'état d'urgence, etc. Et il disait ça dès 7-8 heures du matin. Et lui, il a dit non, ça va tenir, etc. Il n'a pas tenu compte. Et donc, il a déclenché l'état d'urgence, mais il l'a déclenché 8 heures plus tard, à 16 heures ou à 18 heures, je ne sais plus. Et donc, en fait, ce genre de décision, ce genre d'obscurantisme scientifique, ça a coûté des vies. Et ça en coûte aussi. Et ça a créé un énorme mouvement populaire contre ce gars-là et contre aussi l'impréparation qu'il y avait eu par rapport à ces événements-là. Et donc, au final, à chaque fois que tu as une crise, tu as les gens qui vont chercher à faire un autre monde. Tu as les gens qui vont dire, mais putain, pourquoi ça va chier? Les crises sont des moments de prise de conscience extrêmement importants et des moments de politisation extrêmement importants. Or, malheureusement, quand tu n'as pas de débouché à la colère, tu finis par des trucs qui sont encore plus déceptifs. Or, quand tu bâtis par la base ces formes de sécurité sociale, ces formes d'organisation, eh ben, tu offres un débouché
aux colères qui vont survenir. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt sur ces éléments-là. On n'est pas prêt sur ces éléments qu'il faut donner. En particulier parce qu'on a peur de parler d'adaptation. D'accord? Sur ces éléments, en tout cas, sur la réponse aux crises. Et moi, je suis persuadé qu'à force de faire un peu partout des sphères de la robustesse et des sphères de l'entraide, on va progressivement, à chaque crise, en fait, renforcer leur légitimité. Chaque crise va être un moment d'accélération sur la légitimation de ces institutions, et elles vont finir par naître comme ça, c'est-à-dire de naître, s'institutionnaliser pour de vrai, en se développant partout par la base et en donnant du coup progressivement des représentations politiques à ces formes d'institutions-là. La façon dont Olivier Hamon le dit, et j'aime bien, c'est que à chaque fois, c'est que les marges contaminent le cœur, tout le temps. Quand tu as un essaim d'oiseaux, les gens qui dirigent l'essaim d'oiseaux, c'est pas les gens au centre, c'est pas la majorité. C'est les quelques individus qui sont aux marges. C'est eux qui décident de la direction. Ok? C'est tout le temps comme ça. Or, aujourd'hui, pourquoi on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance et que ces trucs, ça n'existe pas? Parce que le système médiatique te vend uniquement ce qui fait vendre, c'est-à-dire de la peur et de l'anxiété. Et une partie du monde écologiste, je trouve, participe à ça. Quand, par exemple, tu as la canicule de 2025 et qu'on passe le temps à te dire, eh ben, on vous l'avait bien dit, les rapports du GIEC, machin chouette, et te dire que ça sera encore pire à l'avenir, c'est vrai, ok, oui, ça génère de la colère, ça génère de l'anxiété, mais ça, t'as pas de débouché en faisant ça, tu vois. Tu as aussi ça qui existe, et moi, je suis très friand de ces débats, on essaye de rationaliser, de dire c'est quoi le constat, etc. Et donc de s'engueuler sur le constat. C'est hyper important parce que sans constat clair, t'as pas de réponse claire. Mais c'est aussi quelque chose qui nous permet de ne pas se taper sur les choses qui font plus mal, c'est-à-dire les solutions. D'accord? Et les solutions, en particulier, le niveau de radicalité qu'il faut mettre dans ces solutions-là. Et en général, l'exemple que j'aime bien donner, c'est que, je sais pas si tu as joué à Zelda, là, les deux derniers sur Switch, et bah, dans Breath of the Wild, tu peux aller directement voir Ganon. D'accord? Tu as 4 points qui vont permettre d'affaiblir Ganon dans ta map. Mais tu peux y aller direct. Et j'ai l'impression que tout le monde écologiste va direct à Ganon parce que c'est grave et qu'il a tout foutu en l'air et il hurle. Sauf que c'est pas une bonne chose de faire ça. Parce qu'en fait, tu vas y aller et tu vas te faire massacrer. Et la meilleure façon en fait d'aller voir Ganon et d'être plus fort par rapport à Ganon, c'est d'être robuste, c'est-à-dire de diverger, d'aller regarder les autres points de la carte. Et le rôle des gens qui ont la chance comme moi, d'avoir un petit peu, tout petit, de parole publique, c'est d'être en fait les débloqueurs de cartes sur notre truc de Ganon. C'est-à-dire d'ouvrir les maps vers les événements autres, vers les objectifs annexes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'écologie aujourd'hui dans un couloir. Il faut faire de la sociologie. Il faut comprendre comment l'économie marche. Il faut comprendre comment les affects des gens marchent. Il faut comprendre l'état de tension et en particulier de la crise organique que travaille aujourd'hui notre système de production et d'échange. La destruction, en fait, le sentiment de déclassement, qui n'est pas un sentiment de déclassement, qui est un déclassement réel. Bref, il faut digresser sur d'autres sujets pour aller battre les boss intermédiaires et être plus fort quand on va affronter Ganon. Et je pense fondamentalement aussi que, à force d'être uniquement dans la bulle écologiste avec des écologistes, on ne comprend plus le pays dans lequel on vit. On ne comprend plus les résultats des élections, on ne comprend plus les affects des gens, et on se retrouve avec une société au garde de faïence entre plusieurs camps. D'accord? Mais camps dans les classes populaires. D'accord? C'est ça, c'est un gros souci, ça. Et donc, il y a un travail de digression. Il y a un travail de construction d'alternatives par la base. Et ces alternatives-là, en fait, elles vont rester debout à chaque fois qu'on va prendre des vagues, en permanence. Et on va prendre des vagues et on va prendre des claques. Il faut croire à la théorie des claques. C'est-à-dire, à force de croire des claques, les institutions qui sont fondamentalement antifragiles, elles vont se renforcer. Et donc, c'est comme ça que je vois les choses. C'est que tu as toujours, dans ce système-là, les hirondelles qui sont sur le côté qui dirigent et qui arrivent à lever des fonds, qui arrivent à faire des formes d'organisation associative, que ça soit en faisant de l'éducation populaire, les conventions des entreprises pour le climat, les conventions citoyennes pour le climat, une plateforme qui s'appelle Sator, par exemple, où je donne des cours avec d'autres. Tous ces trucs-là, c'est
les germes du monde de demain. Sauf que elles ne font l'objet d'aucune attention médiatique, parce que le champ médiatique a intérêt à te vendre et il te vend mieux par la peur. Il est aussi invisibilisé pour moi par une partie du monde écologiste qui est focusée sur l'approche tout droit vers Ganon et l'approche problème, 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 problème. D'accord? On n'arrive pas à trouver ces alternatives-là. Et surtout, on est à ce moment-là, pour moi, enchaîné par cette forme aussi de peur, parce que quand tu prends des shoots de peur en permanence, c'est humain de plus arriver à les tenir et de se dire fuck off, je remets mes œillères que j'avais enlevées. Tu vois. Et ça, c'est le manque de débouchés. Et toutes ces sécurités sociales, c'est des formes de débouchés possibles. Et il y a énormément d'exemples qu'on peut trouver de systèmes qui ont basculé, qui basculent progressivement avec des institutions qu'on a construites par la base. Et moi, je crois vraiment que c'est ça. Et c'est ça la mise en sécurité sociale des communs et des besoins. Il y a des besoins sur l'adaptation qui sont de la planification un peu technocratique, un peu à la papa. Ça, oui, effectivement, c'est l'État qui va devoir le gérer, c'est l'État qui va devoir le financer, ou les collectivités, et c'est en train d'être fait. Les municipalités, en particulier les grandes villes, Paris, Lyon, commencent à avoir quand même, Paris a un plan de désimperméabilisation de 30%, les enjeux de l'adaptation commencent à peu près à rentrer, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir cette forme par la base de mise en sécurité sociale qui permet d'empouvoirer les citoyens eux-mêmes et de se mettre dans des collectifs qui permettent de vaincre un peu ces shoots de peur. Ouais, je pense. Ça fait une belle résonance avec justement le podcast que j'ai fait avec Amaena Guignot, qui est, comme je te Ok. disais, philosophe et qui bosse sur la notion de projet. Et en fait, elle redéfinissait ce que c'était le projet et elle posait aussi l'idée que bah, la manière dont les projets existaient actuellement n'était pas du tout, ne donnait pas de pouvoir et ne donnait pas de débouchés, un peu comme tu le disais aux humains. Exactement. Parce qu'on te vend un projet qui a un certain sens. Il faut forcément qu'il y ait un sens dans un projet pour savoir où ça va. Mais si le sens annoncé n'est pas le sens réel parce que la seule visée est en fait économique, bah, du coup, on n'a pas le sens. Donc, du coup, on ne peut pas être engagé dans un projet. Donc, en fait, du coup, on ne peut pas y aller. Et j'ai l'impression que ce dont tu parles sur bah, justement ces conventions, ces nouvelles institutions qui seraient à faire émerger, c'est quelque part des nouvelles formes de projets qui, là, pour le coup, sont structurées suivant les bonnes normes du projet pour que ça puisse venir accueillir les énergies et les envies des différentes personnes. Il manque encore pour moi Surtout, la notion ce que, économique là-dedans, mais bon, ça, c'est quelque chose qui, comme tu dis, on arrive toujours à le alors, trouver, même ce si que c'est je galère. pense, Mais c'est que ça existe. J'ai complètement oublié de dire ça. Il n'y a pas tout qui est inventé. En fait, énormément de monde en France où tu as déjà des pénuries générées par le marché, notamment les quartiers populaires, et tu as énormément d'associations d'entraide, en fait, qui existent déjà, qui sont déjà, le club de foot, les mamans d'Aubervilliers, la Jade d'Aubervilliers, des choses comme ça, là. Et ça existe partout, ces trucs-là. C'est juste, faut les visibiliser, faut leur donner de l'aide et du soutien, ça s'organise toujours, parce que quand il y a un besoin qui n'est pas rempli, c'est le tissu associatif qui va prendre le relais. Et sur la question économique, ben, la question de la rentabilité, ça peut pas être l'alpha et l'oméga. Mais il y a des façons de financer de façon différente aujourd'hui, tout ce qui est scope. En gros, si t'as pas l'impératif de faire du profit ou que tu as l'impératif de réinvestir ton profit dans ton outil de travail, bah déjà, tu aurais quand même réglé beaucoup, beaucoup de problèmes, quoi. Aujourd'hui, l'énorme souci, c'est qu'on a énormément d'argent dans ce pays qui est plus riche qu'il n'a jamais été, malgré tout ce qu'on nous raconte, mais on a un trou dans la coque. Ce trou dans la coque, c'est tout l'argent qu'on file, par exemple, on a filé 214 milliards, pardon, d'argent public à des entreprises, notamment des grandes entreprises multinationales, sans conditionnalité. bien sûr. Et des entreprises qui sont déjà rentables. Et à la limite, si c'est un secteur stratégique qui est en compétition sur certains marchés avec les Chinois et les Américains, pourquoi pas? D'accord? Mais filer ça à Carrefour, je vois pas l'intérêt. Enfin, genre, les marchés de Carrefour, ils sont en France. Donc, effectivement, la compétitivité des entreprises, la politique de l'offre, il faut passer à autre chose. Il faut passer à un état stratège qui permette d'orienter l'économie. L'état stratège qui permet d'orienter l'économie, c'est lui qui va donner de la visibilité et de la prévisibilité au monde économique. Aujourd'hui, le monde économique, il n'a aucune visibilité et aucune prévisibilité parce qu'il est dans les flux d'un marché mondial qui est
attaqués en permanence par Trump, par aussi les pratiques qui peuvent exister, les pratiques commerciales un peu agressives, c'est le moins qu'on puisse dire de la Chine, desquelles on ne se protège pas. La Chine, elle a détruit notre industrie des panneaux solaires. Comment elle a fait? Bah, simplement, elle a bouffé tous les brevets des gens qui voulaient s'implanter chez elle. Elle a fait des panneaux solaires. Ces panneaux solaires, ils ont été ultra subventionnés par l'État. Ça arrive chez nous, ça coûte 10 fois moins cher. C'est le modèle Uber, hein. Et donc, ils détruisent le marché. Il n'y a plus de panneaux solaires européens. Et après, ils augmentent les prix. C'est rentable. Et en fait, ça, on ne se protège pas de ce genre de choses-là. Alors que fondamentalement, eh ben, si tu as une vision beaucoup plus liée à l'intérêt de ton l'intérêt national, quoi, et que tu arrives en fait à gérer par la base ces grands chantiers, mais tu peux faire tellement mieux, en fait, et tellement plus rationnel. Parce que si tu laisses au balancement des marchés, en fait, tu t'ôtes la capacité de planifier, tu t'ôtes la capacité de limiter, en fait, les dégâts futurs. Et c'est une tradition française aussi. Là, j'ai fait la sécurité sociale, le Conseil national de la résistance et puis Pompidou derrière, c'est le programme nucléaire. D'accord? C'est-à-dire qu'on a une tradition en France. La France, c'est un pays qui est pas, qui s'est construit par son État. C'est différent, par exemple, de l'Allemagne qui se construit par plutôt une doctrine ou des considérations plutôt ethniques. Et donc, fondamentalement, la France a une grande tradition d'État stratège. Et c'est peut-être du coup un des pays les plus armés, les mieux armés pour faire un plan, une planification un peu OK. Et du coup, avoir un investissement de l'État qui dirige une partie de l'économie. Diriger, ça ne veut pas dire socialisation des entreprises. Ça veut dire qu'elle donne des orientations vers ce qu'il faut produire. Qu'il faut produire plus d'agriculture biologique, etc. Et elle se donne les moyens de faire ces choses. C'est-à-dire, si on veut plus d'agriculture, d'agroforesterie, d'agroécologie, il faut que tu protèges les marchés liés à ça. Si tu veux réindustrialiser, faire de la réindustrialisation autour de par exemple, de la sobriété numérique, des ateliers de réparation, eh ben, il faut que tu protèges aussi une partie de tes marchés. Il faut juste que tu aies une vision et ta stratège. Aujourd'hui, on subventionne le marché et on se dit que le marché, il est rationnel, il va pouvoir répondre à des choses qui sont complètement hors scope de ce qui était connu. Le marché réagit sur du passé en permanence. Il se dit, il y a eu ça, on fait ça. Ouais, c'est clair, c'est le vrai Tout sujet. change. Bon, pour finir sur un peu du futur et puis sur toi dans ce futur-là, toi, comment tu te positionnes en termes d'action, de tactique, justement sur cette carte de Zelda pour les prochains mois? Donc, vu qu'on en profite, c'est la rentrée, là, il y a peut-être un peu des projections sur l'avenir pour dire, bah, moi, dans tout ça, où est-ce que je vais me positionner, qu'est-ce que je vais faire? Et ça permettra aussi de partager à ceux qui écoutent des endroits où ils peuvent te croiser, te suivre. Ouais. Bah, je te dis, en fait, moi, je voulais pas être prof parce que j'étais fatigué d'entendre mes parents et que c'est des gens qui sont passionnés par leur métier, mais qui ont beaucoup souffert aussi de ça. Et donc, jamais de ma vie, je serais prof. Et au final, qu'est-ce que je fais? Là, je fais le prof. Donc, on se refait pas. Moi, donc, je vais essayer de continuer d'expliquer ça. Je publie beaucoup. J'essaye mon LinkedIn, c'est un espèce de bloc-notes, mais je suis aussi sur Instagram. Je suis un peu sur TikTok aussi. J'essaye, en fait, de mettre les réflexions que j'ai avec mes lectures, etc. Toujours être dans la dynamique un peu qui m'a sorti de la claque que j'ai pris au début. C'est-à-dire être toujours curieux, toujours se documenter, toujours lire des trucs. Quand ça va pas, tu te dis, ah, arrête d'être con, il y a forcément quelqu'un qui a pensé ça avant toi. Trouve la personne, regarde, écoute des trucs, sois curieux. Et essaye de te garder cette capacité de curiosité. Et donc moi, c'est très important, j'essaye de la garder et j'essaye d'utiliser cette capacité de curiosité, de visiter d'autres endroits de la carte pour en fait m'enrichir et ensuite matérialiser ça en écrivant des trucs sur certains sujets et en faisant du lien. Il y a quelque chose qui est très important, il y a une lecture que moi j'aime bien, c'est tous les travaux d'Edgar Morin. En particulier, Edgar Morin, il a un travail sur la pensée complexe et il explique que notre société, notamment notre monde de la recherche, est stupide. Pourquoi? Parce que le monde de la recherche en France et le monde de la recherche en général est un monde d'hyperspécialisation. Or, l'hyperspécialisation, c'est absolument pas l'intelligence. L'intelligence, c'est de faire du lien entre les choses. D'accord? Et donc, j'essaye d'avoir cette approche un peu en transdisciplinarité. J'essaye de m'aventurer en lisant et en vulgarisant après sur des sujets auxquels on m'aurait assigné un syndrome de l'impostrice ou un syndrome de l'imposteur de base. C'est-à-dire, bah, j'essaye de regarder des trucs en économie.
J'essaie de comprendre ces trucs-là, j'essaie de les vulgariser. Du coup, je publie là-dessus en mettant en lien avec mes sujets de l'adaptation, etc. Tac, tac, tac. Et peut-être, et puis vu que je le publie, il y a des gens qui me disent, Alain, là, tu dis des bêtises. Et je fais, ah bah pourquoi je dis des bêtises? Et on explique, etc. Et comme ça, je m'abreuve un peu d'une forme d'intelligence collective, de correction. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet de rompre le syndrome de l'impostrice et de l'imposteur. Il y a toujours cette question qui m'a toujours mis pas mal à l'aise, la question de la légitimité pour s'exprimer sur un sujet. D'accord? Ouais, bien sûr. Pourquoi? C'est antidémocratique, tu vois? Alors, effectivement, tout le monde peut donner son avis sur tout, si vous voulez. Mais, voilà, bridez pas les gens quand ils veulent s'exprimer, quoi, je pense. C'est-à-dire que fondamentalement, il faut qu'on arrive aussi à apaiser, à essayer d'expliquer beaucoup de choses, les expliquer beaucoup mieux. Et moi, je prends ce rôle-là plutôt. C'est un rôle aussi qui est confortable, hein. J'en conviens. Euh, j'ai des formes d'action un peu plus radicales, des formes d'engagement un peu plus radicales que je peux mener ici ou là. Radicales, compris, c'est-à-dire plus dans l'action que dans la réflexion intellectuelle. Mais je pense qu'il faut les deux. Et je pense que je suis utile quand j'essaye de mettre en exergue ces concepts, les faire discuter et essayer un peu de rentrer dans le petit monde écolo qui est quelquefois complètement surfocalisé sur sa classe sociale, qui est complètement dans une bulle et qui voit pas ces trucs-là. Donc moi, c'est ça l'action que j'aime faire, auquel je trouve pas mal de sens. Et bon, après, comme tout le monde, hein, t'as des va-et-vient, t'as des moments qui sont plus difficiles. J'essaye d'avoir une forme de vie polycentrique, quoi, avec plein de choses différentes. Je fais du foot beaucoup, j'ai des investissements associatifs, j'ai des investissements professionnels, des investissements émotionnels, amicaux, etc., etc., etc. Et on essaye d'être un être humain complet, quoi. C'est-à-dire de faire le plus de choses possible, et de différents, et d'expérimenter, et ne jamais avoir peur d'expérimenter. Ça permet un peu de supporter mieux les niveaux d'anxiété, les niveaux de peur. Je pense qu'il y a aussi un truc important, c'est que plus tu vas avoir de théories sur des trucs, après moi c'est peut-être mon prisme, hein, il y a des gens qui sont peut-être moins sensibles à la théorie que moi, mais quand tu regardes des théories économiques, de la philo, etc., ça t'offre ça, des lunettes pour voir le monde. Et et quand tu commences à avoir une belle panoplie de lunettes pour voir le monde, ça te permet de te protéger émotionnellement. Parce qu'il y a une news qui te choque et tu te dis, ah bah si Trump a fait ça, c'est parce que ça, il veut toujours enrichir les mêmes, bref. Alors que si t'es en mode, ça te permet de t'enlever le sentiment que j'avais au début, c'est, oh, pourquoi c'est un connard ou pourquoi il est con, tu vois? Avoir des explications rationnelles, c'est quand même quelque chose qui rassure et qui empouvoir beaucoup, je pense. Et donc voilà, avoir ça et être chacune à notre niveau, lire Camus, le mythe de Sisyphe, je vais pas faire une digression de 8 heures là-dessus, mais il faut imaginer Sisyphe heureux, c'est-à-dire en poussant notre rocher, être un émetteur de sens pour les autres. Et quand tu es un émetteur de sens ou une émettrice de sens pour les autres, tu attires des gens autour de toi qui sont d'autres émettrices et d'autres émetteurs de sens. Et ça fait une forme de résonance qui permet aussi de calmer les angoisses et de prendre un peu de recul tout en entrant dans une forme d'action collective qui est en fait le chemin à suivre pour en fait tracer le- la route entre les déjà là, la sécurité sociale et déjà de l'entraide, de la robustesse, de l'antifragilité, et les utopies qu'on essaye de se construire, l'économie du donut, la décroissance, tous ces trucs-là qui sont des trucs qui sont toujours très lointains, qui font plaisir quand on les explore, mais on voit pas le chemin entre les deux. Moi, je pense que le chemin entre les deux, c'est de se mettre en lien autour de cette mise en sécurité sociale et de fil en aiguille, en fait, à chaque crise qu'on va prendre, on va pouvoir poser les dalles vers le chemin, vers la destination qu'on veut atteindre, vers Ganon. Je suis un gros partisan de la pensée complexe, de la théorie aussi comme toi, et C'est bien, hein? avec les années, j'ai compris aussi, je pense que il faut toujours mêler la théorie avec l'action pure et l'action basique Exactement. pour faire rentrer dans la matière. Et du coup, est-ce que tu seras de ceux qui vont prendre le lead et monter un peu la convention pour la mise en sécurité sociale de ton territoire local? Ou pas? Moi, j'ai des contacts avec mon. Là, je suis dans Paris 12. Il y a une association très très bien qui s'appelle la Marmite Rouge. Donc,
font une bah, allez faire ça là, c'est très, très bien. Ils font une fresque de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est plutôt une fresque de comment le système agroalimentaire marche pas. Mais c'est très, très bien et puis, bah, voilà, hein, moi je papillonne à droite, à gauche, Peut-être que la ça next step fait sera d'arriver à monter cette première convention pour essayer de la mettre en place et ça pourra faire une démo matière, quoi. Ça sera cool. il y a plein de gens qu'on font. Il y a vraiment, à Bordeaux, il y en a, à Montpellier, il y en a. Il y a plein, plein de modèles de la sécurité sociale de l'alimentation. J'ai des gens aussi qui sont c'est un enjeu des municipales aussi. Mm. Ça se développe bien, ouais. C'est juste, bien entendu, on le montre jamais, mais c'est quand même en bonne voie et ça s'auto-organise un peu partout, et de façon très horizontale et très Écoute, saine pour moi. le fait d'en parler là, dans tous les cas, c'est toujours un petit cran de plus, un petit pas de plus pour faire en sorte que ça soit C'est pris ça, par des gens je qui suis sont d'accord. vraiment plus action et concrets que théorie pour le coup. Donc c'est cool. Mmh. Merci à toi pour ce temps d'échange. Merci. Et j'espère que tu as passé un bon moment. Et puis écoute, voilà, les gens savent où te retrouver. Et je pense qu'on a capté la zone de génie que tu as à partager aux autres, quoi. À On bientôt. a fait 1 h 25. C'est ça. Allez, merci à vous. Hop, alors attends.